Alors, l'organisation des tribunaux judiciaires au Canada, alors ils sont très complexes. C'est partout, dans chaque province. Il y a un système judiciaire unique et c'est divers tribunaux. Au fédéral, il y a un système judiciaire encore une fois unique et avec divers tribunaux. Chaque tribunal vont avoir différents domaines exclusifs de compétences. Les systèmes judiciaires, c'est hiérarchique pour chaque tribunal et ça va être organisé sous forme de pyramide. Les systèmes judiciaires, c'est différent pour chaque province. Les tribunaux vont se partager les différentes tâches et chaque tribunal a un pouvoir exclusif de retrancher les questions. Alors, le système judiciaire au Canada. La Cour suprême du Canada s'est établie en 1875. Cette cour est une cour de dernière instance pour les causes canadiennes. Par contre, elle est devenue une cour de dernière instance qu'en 1949. Elle se situe à Ottawa et bien sûr les décisions sont finales. Il n'y a pas de cour d'appel. Elle est souscrite aux principes, alors il y en a trois. Le premier principe, c'est la primauté du droit. Le deuxième, c'est l'indépendance de l'importance. Le troisième, c'est l'accessibilité à la justice. Ces objectifs, alors le premier objectif, ça va être de garantir l'indépendance de la Cour. Et le deuxième, ça va être de continuer d'améliorer l'accès à la Cour et ses services. Et le troisième, favoriser le prompt déroulement du processus d'audition et de décision. Il y a 9 juges qui vont être nommés à vie pour un âge maximal de 75 ans. Et il faut un quorum d'au moins 5 juges pour prendre une décision. Pour la Cour fédérale du Canada, ça va être constitué en 1971. Il y aura 2 sections, une de première instance et l'autre d'appel. Les compétences, il y a matière d'immigration, matière de citoyenneté, matière de droit de la personne, matière en litiges interprovinciaux, matière en litige entre fédéral-provincial et matière en lien avec la propriété intellectuelle. Maintenant, la Cour canadienne de l'impôt. Alors ça, c'est une cour de justice établie en 1983 pour assurer que la justice soit faite en matière fiscale. La Cour supérieure, elle a des compétences exclusives sur l'impôt, les taxes et l'assurance-emploi. Il existe aussi le tribunal militaire et la cour d'appel de la cour martiale. Ceux-ci sont des tribunaux et une cour reliés à l'armée et au procès militaire. Il y a aussi les tribunaux administratifs provinciaux et la Commission de révision agricole du Canada. Maintenant pour le système judiciaire au Québec. Alors, la Cour supérieure du Québec. Il y a 144 juges nommés par le gouvernement fédéral et dirigés par un juge ou une juge en chef, un juge associé et un juge en chef adjoint. Il va y avoir 2 sections, une pour l'Ouest qui est plus pour Montréal et l'autre pour l'Est qui est pour Québec. Le pouvoir de surveillance et de contrôle sur les tribunaux, sauf pour la Cour d'appel, donc ça va être son pouvoir. Elle va aussi entendre toutes les demandes ou les litiges d'au moins 70 000 et elle va avoir la compétence exclusive sur les demandes en recours collectif et matière de faillite plus la matière familiale. Pour la matière criminelle, elle va pouvoir avoir un peu de compétence sur les meurtres, les trahisons et la piraterie. Et il y a un juge et un jury de 12 personnes. Maintenant, pour la Cour d'appel du Québec, alors il y a le droit civil, il va y avoir 20 juges et ça se situe au Québec et à Montréal. Elle va entendre les appels en matière d'adoption. Pour la Cour du Québec, alors c'est un tribunal de première instance, compétences en matière civile, criminelle et pénale. Il y a 290 juges nommés à vie par le gouvernement du Québec. La Cour du Québec est partout au Québec. Les juges se retrouvent en 10 grandes régions sous la responsabilité d'un juge coordinateur. Et le juge en chef de la Cour du Québec, c'est Élisabeth Corte. Alors, la Cour du Québec, elle va se diviser en plusieurs chambres. Premièrement, la chambre civile. Deuxièmement, la chambre des petites créances. Troisièmement, la chambre criminelle et pénale. Et quatrièmement, la chambre de la jeunesse. Pour la première chambre, alors la chambre civile, les sommes en litige, ça va être moins de 70 000 Ça va traiter les demandes de recouvrement en matière municipale et scolaire. Et ça peut entendre les appels de certaines décisions. Pour la deuxième chambre, c'est la division des petites créances. Les sommes en litige, ça va être moins de 7 000 qui sont exigibles par une seule personne, une entreprise ou une association. Le juge va diriger les débats et il n'y a pas de possibilité d'appel. La troisième chambre, ça va être la chambre criminelle et pénale. Les juges ont des compétences face aux poursuites dans le code criminel. Il y a un juge d'une cour provinciale et d'un juge sans jury par cause. Et ils vont aussi entendre toutes les causes criminelles à l'exception des causes graves, donc un meurtre ou des choses dans ce genre. En matière pénale, ils vont entendre des poursuites contre les infractions aux lois provinciales et fédérales. Maintenant pour la quatrième chambre de la jeunesse.
c'est la chambre de la jeunesse. Ils vont entendre toutes les causes impliquant un mineur. Ils vont aussi entendre les causes d'adoption. Et en matière criminelle et pénale, ils vont appliquer la loi sur les jeunes contrevenants. C'est de première instance. Et maintenant, la cour municipale. Alors, il y a plusieurs sujets différents. Il y a le code de la sécurité routière, les règlements municipaux, l'application des chartes et le code criminel, et aussi le code de procédure pénale. Il y a 134 cours municipales au Québec. C'est matière civile et pénale. Et 57 de ces cours ont une compétence en matière criminelle. Maintenant, passons au lien entre les institutions de droit canadiennes et les institutions de droit québécoises. Tout d'abord, comme nous l'avons déjà mentionné, la Cour suprême du Canada est la plus haute instance de droit au Canada. Donc, si nous prenons par exemple la Cour provinciale d'appel, qui est la plus grande instance de droit au Québec, elle doit se rapporter à la Cour suprême canadienne si son jugement est porté en appel. Aussi, il y a des liens à faire sur les emplacements des diverses cours. Effectivement, la Cour suprême est située à Ottawa, la capitale du Canada, et la Cour provinciale d'appel est située entre les deux principales capitales du Québec, à savoir Québec, pour l'est de la province, et Montréal, pour l'ouest. Pour ce qui est des nominations des juges, c'est plutôt similaire. Pour le fédéral, les juges, du nombre de 9, sont nommés à vie par le premier ministre en poste. Pour une instance de droit québécoise, par exemple la Cour du Québec, les 290 juges qui y sont nommés le sont par le gouvernement du Québec, alors que pour une Cour fédérale, la Cour suprême, par exemple, les 9 juges qui y sont nommés le sont par le premier ministre du Canada, donc le gouvernement fédéral. Parlons maintenant des diverses compétences entre les systèmes de droit provinciaux et fédéraux. Les fédéraux ont la Cour canadienne de l'impôt, qui est un organe indépendant qui permet aux Canadiens de poursuivre le gouvernement canadien en matière fiscale. Par contre, au Québec, nous avons aussi des chambres de droit qu'ils n'ont pas au Canada. Par exemple, la Cour du Québec possède les droits en ce qui concerne la jeunesse, le droit civil du Québec, la division des petites créances, etc. Pour conclure, nous pouvons affirmer qu'il y a divers liens à faire entre les systèmes de droit fédéraux issus du Québec, autant des différences que des ressemblances. Alors maintenant, nous allons examiner la différence entre le tribunal de première instance et le tribunal de dernière instance. Premièrement, en tribunal de première instance. Les tribunaux de première instance sont les juridictions devant examiner un litige avant que les parties décident d'utiliser les voies de recours de l'appel afin de déplacer le litige vers une cour supérieure s'il y a lieu. C'est-à-dire, si le jugement porté lors du premier procès est jugé invalide par une des parties concernées, elle peut décider de porter le procès devant une cour d'appel. La Cour du Québec s'occupe de la première instance dans la province du Québec. Deuxièmement, la dernière instance. S'il y a appel lors du jugement en première instance, le cas peut être dirigé vers une cour d'appel et ou la Cour suprême du Canada. Cette dernière ne permet pas d'appel supplémentaire après le jugement, qui est considéré définitif et ne peut pas être contesté. Le tribunal de dernière instance, c'est-à-dire la Cour suprême, peut donc être considéré comme étant la juridiction ayant le dernier mot dans les procès légaux, contrairement à la Cour du Québec, qui s'occupe de la première instance. Maintenant, je vais expliquer le concept d'appel. L'appel est le fait d'apporter le litige débattu devant la Cour devant un tribunal supérieur. Si un procès finit en un jugement considéré comme inapproprié par une ou plusieurs parties concernées, il peut être déplacé devant une cour d'appel. La cour d'appel est un établissement s'occupant des cas mis en appel, d'où son nom, et peut produire des procès allant jusqu'à des années afin d'examiner toutes les preuves et témoignages nécessaires afin de porter un jugement correct. Maintenant, je vais expliquer le concept de droit criminel et le concept de droit civil. Alors, premièrement, le concept de droit criminel. Le droit criminel constitue une instance de droit public basée sur la common law anglaise et tombe sous la compétence législative exclusive du Parlement du Canada. L'État prend en charge la poursuite de l'accusé lors d'un procès criminel. C'est-à-dire qu'il fournit le procureur qui représente l'État légalement, car l'accusé commet une infraction contre l'État et non pas contre la personne. Le droit criminel a lieu lorsqu'un individu commet des actes de délinquance contrevenant au code criminel, connu sous le nom d'infraction ou crime. Le droit criminel constitue les crimes tels que voie de fait, extorsion, harcèlement, assaut, vol qualifié et homicide. Maintenant pour le droit civil. Le droit civil constitue une instance de droit privé basée sur le Code civil français et qui régit les rapports physiques et moraux entre personnes. Le droit civil émule le principe des droits naturels de la personne en vertu du chapitre constitutionnel des droits naturels. Il comporte, par exemple, le droit des obligations et des contrats spéciaux, le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des biens, le droit des successions. L'État ne prend pas en charge la poursuite des accusés lors d'une poursuite au civil. La poursuite et la défense doivent être arrangées par les parties concernées. Maintenant, je vais expliquer le concept de juge et de jury. Alors, pour le juge.
Le juge est un magistrat chargé d'une fonction de jugement dans le cas d'une procédure devant une cour. Il est un membre du barreau ayant servi pour un minimum de 10 ans. Le juge ne remplit pas une fonction d'arbitrage du procès, mais plutôt, il fait respecter l'ordre, il entend les témoignages et passe les jugements sur la culpabilité de l'accusé. Maintenant pour le jury. Le jury est une instance judiciaire composée de citoyens, appelés jurés, chargés de rendre verdict dans un procès. Le jury est utilisé dans les cas de poursuites criminelles dans le but d'appliquer un jugement démocratique et plus rarement dans les cas de poursuites civiles. Les jurés n'ont aucune formation judiciaire et ne sont pas affiliés avec un des partis concernés dans la poursuite. 12 jurés sont demandés afin de former un groupe représentant la population générale.